Bonjour. Merci de me recevoir et merci d'avoir accepté cette petite interview. Et sachez que c'est exceptionnel, hein, j'aime pas trop ça. Bon, merci pour l'exception, ça me fait plaisir. Je vous propose de parler de plusieurs sujets. Ça risque d'être assez pas facile pour vous pour résumer un petit peu tout ça, mais j'espère que ça intéressera en tout cas tous nos auditeurs. Je vous laisse vous présenter okay. Et puis présenter la DIR, si ça vous va. Donc Thierry Redley, je suis secrétaire général de la DIR depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Ok. Voilà. De retour à La Réunion après 25 ans de vadrouille ailleurs. Donc je vais vous parler de la DIR. La DIR est une association, on peut l'assimiler à un syndicat professionnel qui réunit 200 adhérents industriels de La Réunion. Elle atteint sa maturité, elle aura 50 ans dans 2 ans. Ok, très bien. C'est pas une jeune organisation. C'est pas une jeune organisation, il y a quelques décennies de passé, d'histoire, de construction derrière nous. Les secteurs d'activité représentés sont pas majoritairement, mais un peu moins de 50% de nos adhérents sont dans l'agroalimentaire. Ok. Le reste se répartit de façon à peu près équitable entre les activités de production d'énergie, de gestion des déchets, de métiers support à l'industrie, emballage, impression et autres, et quelques activités de service. On va le dire. Donc une diversité assez importante et des entreprises de toute taille. Il y a des TPE et des grosses entreprises, parfois filiales de multinationales. Bon, c'est un syndicat très ancré sur le territoire et qui a aussi des valeurs et qui essaye aussi de faire bénéficier au territoire un petit peu aussi ces valeurs. L'objectif de la DIR, c'est déjà d'assurer de la valeur ajoutée locale, d'assurer de l'emploi local. Et les crises qui se sont succédées ces 3 dernières années ont démontré que la DIR est aussi là pour assurer l'approvisionnement des Réunionnais. En alimentation, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que l'alimentation. Et c'est vrai que l'existence d'une production locale est indispensable aujourd'hui. Quand on parle de résilience alimentaire, moi je préfère parler de sécurité alimentaire. Il faut que, quoi qu'il arrive, nous puissions continuer à nous nourrir à peu près normalement. Et ça, sans production locale, on ne peut pas le faire. Donc il y a un vrai problème de philosophie, de société qui est posé. Est-ce qu'on veut une société digne, qui produit, qui se nourrit, ou est-ce qu'on veut une société uniquement de consommateurs? Et quand on abordera le sujet de l'octroi de mer, je reviendrai sur ce point. Oui, de toute manière, vous travaillez depuis de longues années, longues décennies avec toutes les institutions sur ces sujets-là et vous êtes un des acteurs incontournables pour notre résilience. Oui, la vision qu'on développe est, je pense, partagée par l'ensemble des décideurs, qu'ils soient locaux ou de l'État. Donc, que vous dire de la DIR? La DIR, c'est une association, une petite équipe d'une dizaine de personnes, une association qui est totalement indépendante financièrement, et c'est une force. Sûrement. Et une dizaine de collaborateurs qui pratiquent grosso modo 3 grands métiers. Le premier est la défense bec et ongle de tous les dispositifs qui ont permis l'émergence d'une production locale et son développement. Alors je vais parler de l'octroi de mer, des aides aux frais, des aides européennes, mais des dispositifs qui sont des dispositifs de compensation de notre éloignement. Il faut bien comprendre que lorsqu'on produit à La Réunion, on est confronté à 2 grands sujets. Le premier, c'est la taille du marché. Quand vous produisez pour 800 000 consommateurs potentiels et que vous avez face à vous des multinationales qui produisent à minima pour 60 millions de consommateurs, vous ne faites pas les mêmes économies d'échelle. Donc, au niveau compétitivité, se pose le problème du volume. Le deuxième sujet, c'est l'éloignement. Nos machines viennent de l'extérieur, beaucoup de nos intrants viennent de l'extérieur. Le fret et le temps d'approvisionnement font qu'on n'a pas les mêmes structures de coûts qu'une industrie qui peut être installée en Europe, par exemple. D'accord ? Donc il faut que ces handicaps structurels puissent être compensés, et c'est ce qui a été mis en place par l'État, et pour l'octroi de mer, ça remonte à Colbert, et par l'Europe, et par les collectivités locales. D'accord ? Donc, premier métier, et croyez-moi, à chaque changement politique, il faut qu'on remette le sujet sur la table et qu'on explique à nouveau. Il y a un gros travail d'explication et de pédagogie. Le deuxième sujet, le deuxième métier qu'on développe, c'est la promotion de la production locale. Alors on a quelques outils pour ça. Le plus emblématique est notre émission télévisée, Les Nouveaux Défis, qui, à partir de cette année, est diffusée sur La Première.
une émission mensuelle, 40 minutes, qui met en avant la créativité, l'inventivité, l'énergie que la Réunion développe. C'est une belle émission. C'est vrai que ça permet vraiment de découvrir notre industrie réunionnaise, comment on se bat, et exactement comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants, et vraiment, donc c'est vraiment une belle émission. Et pas que l'industrie, puisqu'il y a beaucoup de sujets qui nous paraissent intéressants à faire connaître, que nous faisons passer sur l'émission. Le deuxième outil que l'ADIR a créé pour promouvoir les produits locaux, c'est sa marque collective Nous l'a fait. Nous l'a fait, justement, j'allais vous poser les questions un petit peu. Donc, quelle est cette raison d'être? Comment on pourrait expliquer Nous l'a fait? Parce que c'est vraiment un label qui est hyper connu et le plus reconnu sur le territoire, je pense. Il a une bonne reconnaissance. Alors, je n'ai pas le terme marketing, mais c'est vrai que lorsqu'on parle de Nous l'a fait, 80% des gens à qui on en parle connaissent. C'est vrai. L'objectif de Nous l'a fait, c'est de faire en sorte que les produits locaux se démarquent des produits importés. Et que lorsqu'un distributeur lance une campagne de promotion en mettant en avant la production locale, que ce soit vraiment des produits locaux. Alors maintenant c'est le cas, ça ne l'a pas forcément été il y a quelques décennies. Donc c'est vraiment pour que la production locale se démarque de ce qui est importé et qui concurrence les produits locaux. On est allé un petit peu plus loin depuis 2 ans maintenant. On travaille à faire évoluer la marque collective en véritable label de production locale. D'accord ? Alors on a bénéficié pour ça d'un appui de la région, d'un appui du FEDER, mais on a fait un gros travail de fond pour transformer la marque en label, de façon à ce que demain, un acheteur public, lorsqu'il va devoir choisir entre 2 produits, ne se pose pas la question de savoir si le produit qui a la marque Nous l'a fait est un produit local ou pas. Il l'est, et le niveau de valeur ajoutée locale prouve... Ça permet d'avoir un référentiel. Exactement, ça permet d'avoir une référence immédiate et de ne pas avoir à se poser toutes les questions sur ce qu'on appelle l'ancrage territorial de la commande publique. Bon, vous avez à peu près combien d'adhérents à Nous l'a fait? Je crois qu'il y a un petit peu plus de 50 entreprises pour un peu moins de 120 produits qui ont l'estampille qui bénéficient de Nous l'a fait. Une entreprise ne va pas forcément mettre toute sa gamme sous Nous l'a fait, sous la marque Nous l'a fait, elle peut choisir tel et tel produit. Et la marque est plutôt en phase d'expansion à l'heure actuelle, justement parce que nous sommes en train de la faire passer au stade de label. Après, il y a plusieurs outils de promotion que nous avons créés. Le dernier en date est en fait une vitrine numérique de l'offre alimentaire locale. Alors, nous sommes associés pour la créer avec les filières de production agricole, d'élevage, de pêche et la chambre d'agriculture. Et nous avons monté une association qui s'appelle Renalim, qui a créé une vitrine numérique une plateforme de l'offre alimentaire réunionnaise, de façon à ce que les producteurs, quels qu'ils soient, y compris le petit producteur maraîcher par exemple, puissent inscrire sur la plateforme ses produits. Cette plateforme est destinée à faciliter l'ancrage territorial de la commande publique, en particulier de la restauration collective. C'est vraiment un outil à disposition des acheteurs des communes ou de l'hôpital, ou en fait de tous ceux qui de près ou de loin font de la restauration collective, pour qu'ils puissent choisir un produit local et savoir où le trouver. Et donc on n'est pas obligé d'être adhérent à l'ADIR, le petit maraîcher dans son coin est capable de dire... C'est un outil d'intérêt général. D'accord, Et c'est bien pour ça que la Chambre d'agriculture et les filières de production primaire se sont associés à nous dans la démarche. Mais c'est le genre d'outil qui va permettre de faire savoir que ce produit existe. Et c'est peut-être un agriculteur qui est dans votre commune qui le produit. Favoriser le locavorisme. C'est pas mal, effectivement. Et la plateforme, elle est déjà en place là ? On est en train de peaufiner sa mise en place. Les producteurs ont mis quasiment l'ensemble des produits. Et on doit maintenant faire un gros travail d'information et de formation à l'usage de cette plateforme des acheteurs des collectivités. Le troisième grand métier que l'on déploie, et c'est sans doute le plus varié, le plus compliqué, mais à mon sens le plus intéressant, c'est qu'on essaie de trouver des solutions d'économie et de compétitivité de nos industries sur chaque poste de dépense de l'industrie. Donc, sur le poste énergie par exemple, qui est un sujet d'actualité puisque le coût de l'énergie a sérieusement augmenté, on déploie avec l'appui de l'ADEME, d'EDF et de la région un dispositif qu'on appelle Assure et qui consiste en fait à faire réaliser dans les industries des audits de la consommation énergétique, de façon à trouver des pistes d'économie d'énergie et de former en interne des référents qui feront vivre cette démarche. On mène une action un peu similaire sur la problématique des déchets. Ça coûte de plus en plus cher
pour une entreprise de faire évacuer ses déchets, et la loi AGEC qui est en train de s'imposer devient de plus en plus contraignante pour les entreprises. Il faut qu'on prenne les choses en main et qu'on apporte des solutions à nos industries. On mène une démarche similaire sur la problématique de l'emploi, sur la problématique de la formation, sur le poste logistique. D'accord ? C'est un peu compliqué parce qu'il faut qu'on amène les entreprises à travailler ensemble et à mutualiser. C'est pas un réflexe évident, c'est pas un réflexe naturel chez un chef d'entreprise que de partager des initiatives ou des investissements, mais la nécessité fait force de loi, et sans ces efforts de mutualisation, on aura bien du mal à trouver des sources d'économie pour améliorer la compétitivité de nos entreprises. Cette synergie territoriale, et notamment dans l'industrie, a beaucoup de sens. Bien sûr. À l'échelle. Sur énormément de points, hein, sur la problématique de la logistique, sur la problématique de la maintenance industrielle. Tout ça, ce sont des sujets qu'il faut qu'on mette en commun de façon à trouver des solutions en commun. La mutualisation, normalement, c'est un poste où normalement on doit pouvoir réduire notre impact et normalement peut-être même réduire nos impacts aussi financiers. C'est l'objectif. Voilà, donc voilà les 3 grands métiers que développe la DIR. Beaucoup de sujets, hein, si je devais vous parler de l'ensemble des sujets qu'on traite, on en a pour 2 heures. Oui. Donc on va plutôt cibler sur les questions qui nous intéressent. Non, c'est un plaisir. Est-ce qu'on parle plutôt octroi de mer? Est-ce que vous avez, après c'est le salon local, si ça vous va, l'octroi de mer? Oui, rapidement sur l'octroi de mer. Hein, c'est un dispositif qui a été mis en place par Colbert et qui visait à l'époque à permettre que les productions réunionnaises ne soient pas concurrencées par des importations. Il a perduré au fil des siècles. Il s'est renforcé avec la mise en place des autorités de gestion qui étaient d'abord l'État puis la région Réunion. Mais c'est un dispositif qui a effectivement permis l'émergence d'une industrie locale. Avant les années 70, l'industrie locale, c'était le sucre, quelques cultures de rente avec les plantes à parfum, mais c'est tout. Il y avait très peu d'industrie, il y avait beaucoup d'artisanat sur l'agroalimentaire, mais pas d'industrie. L'octroi de mer a vraiment permis l'émergence d'une industrie locale, sa diversification et son développement. Il est continuellement battu en brèche. Est-ce qu'il se renouvelle? C'est ça ma question, c'est effectivement, est-ce qu'il est en renouvellement perpétuel? Est-ce qu'il est en réflexion perpétuelle? Parce que le monde va si vite et depuis la crise Covid notamment, tout ce qu'on a pu voir et plus. Hein, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'octroi de mer a pour vocation de permettre la compensation des surcoûts de la production locale, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Lorsqu'un produit local peut être concurrencé par un produit importé, ce produit importé sera taxé, un peu plus taxé, à 10, 20 ou 30%, rarement plus, par l'octroi de mer. D'accord ? Pour de la protection territoriale. Pour protéger la production locale et lui permettre d'augmenter ses volumes. Tout l'enjeu est là. Il faut que le consommateur réunionnais comprenne que plus il consommera local, plus les volumes augmenteront, plus le produit sera compétitif, meilleurs seront les prix. Parce que c'est le volume qui permet de baisser les prix. Il y a un point très important à noter sur cette protection de la production locale par l'octroi de mer. Le constat a été fait il y a quelques années, je suis à la recherche de l'étude qui a été menée, que le fait qu'il y ait une production locale est un facteur de stabilisation des prix. Si vous n'avez pas de production locale, les importateurs font ce qu'ils veulent sur les prix. Le fait qu'il y ait une production locale ne va pas forcément tirer vers le bas les prix, mais en tous les cas évite qu'il y ait une exagération sur l'augmentation des prix. Donc c'est vraiment important qu'on ait une production locale. Donc l'octroi de mer, la réflexion est permanente sur comment améliorer les choses, comment faire en sorte que il soit vertueux. Si vous voulez, nous, à la DIR, on tient un discours très clair. Ce dispositif a fait ses preuves. Si on doit inventer un nouveau dispositif, démontrez-nous qu'il sera aussi efficace que l'octroi de mer. On n'est pas complètement fermé, d'accord ? Mais jusqu'à maintenant, le nombre d'études, d'analyses, de projets qui ont été menés, aucun d'entre eux n'a abouti parce qu'aucun d'entre eux n'a démontré qu'il était plus efficace que l'octroi de mer. Donc l'octroi de mer a une première mission, un premier objectif, c'est de permettre une production locale, l'existence d'une production locale. Il a un deuxième objectif, c'est qu'il représente une recette fiscale locale pour les collectivités. Il faut savoir que l'octroi de mer est prélevé et versé à la région, qui en reverse
80% aux communes. Vers les communes. Pour certaines communes, c'est la moitié de leur budget. Ouais. D'accord ? Donc il est vraiment important de permettre aux communes de continuer à mener leur politique d'aménagement. Franchement, quand vous prenez dans le monde, vous voyez le niveau d'équipement, l'organisation, la Réunion n'a pas à rougir de la façon dont les choses ont été mises en place. Hein. Donc il y a aussi cet aspect de recettes fiscales locales utilisées localement. On peut tout critiquer, on peut dire que les choses sont mal gérées, mais encore une fois, tant qu'on n'a pas proposé une solution plus efficace, on reste sceptique. Donc pour l'instant, ça équilibre notamment le territoire et... Ça permet à la Réunion d'avoir une part d'autonomie parce que c'est une recette fiscale à disposition de nos collectivités. Et c'est à mon sens très important. Bon, ça n'empêche pas les discussions a priori avec tous vos partenaires. Elles sont permanentes et d'ailleurs on échange nous beaucoup avec nos alter ego antillais, d'accord, sous l'égide d'une association à laquelle nous sommes tous adhérents qui s'appelle Eurodom et qui fait un gros travail de fond au niveau de l'Europe pour le montage en particulier du dossier octroi de mer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dernier renouvellement du dispositif s'est fait en 2022. Il a été voté pour 7 ans. Donc on en a jusqu'en 2028 et il a été voté à l'unanimité de la Commission européenne. Bon, pourquoi remettre en cause un dispositif qui a été reconnu par tout le monde comme étant efficace ? Non, mais en revanche, là où on peut effectivement se poser des questions, c'est sur la façon dont les régions utilisent l'octroi de mer, à savoir que, à La Réunion, il est important de le dire, 60% des produits importés ne sont pas taxés à l'octroi de mer ou à un octroi de mer plafonné à 6,5%. Les produits de première nécessité ne sont pas taxés à l'octroi de mer, ce qui paraît quand même évident et logique. De bon sens. Aux Antilles, ce n'est pas forcément le cas. D'accord. D'accord ? L'octroi de mer est également utilisé pour générer de la rentrée fiscale sur des produits qui certes ne sont pas produits localement. On ne produit pas de voitures à La Réunion, pourtant il y a un octroi de mer sur les voitures. Oui, mais la voiture engendre toute une série de coûts derrière que les collectivités doivent assumer. Donc il y a une certaine logique au fait que sur certaines gammes de produits, il y a un octroi de mer qui permette des rentrées fiscales, parce que derrière, qui s'occupe d'enlever les carcasses de bagnoles ? C'est bien les communes. Petit exemple. D'accord ? Donc la discussion sera toujours ouverte entre les importateurs qui considèrent que c'est un facteur d'augmentation de leur prix. Oui, mais on s'inscrit en faux sur le fait que ce soit un facteur d'augmentation du coût de la vie. D'abord parce que, encore une fois, c'est les produits de première nécessité, les produits du BQP par exemple, les produits de première nécessité qui sont inscrits au BQP, les produits qui ont été choisis par les citoyens de l'OPMR, il n'y a pas d'octroi de mer sur ces produits-là. D'accord ? Donc, la question restera toujours posée, mais il faut qu'on se pose cette question qui est une philosophie de société. Est-ce qu'on veut une société de consommateurs et uniquement de consommateurs, avec la limite de l'exercice que vous pouvez imaginer tôt ou tard, ou est-ce qu'on veut une société qui produit, qui est fière de produire, qui valorise ses savoir-faire, qui valorise des produits locaux et qui crée sa richesse localement. Tout l'enjeu est là. Et vous me faites penser justement à... Je crois que les voitures électriques ne sont pas taxées. Oui. D'accord. A priori parce que ils souhaitent booster l'usage des voitures électriques. Voilà. Mais se posera quand même le problème du devenir de ces véhicules, en particulier du traitement des batteries. Tout à fait. Et ça, c'est encore une fois la collectivité qui devra prendre ça en charge. J'en avais parlé avec M. Rébois du SICR notamment. Ouais. Et je pense que la voiture électrique donc n'est pas taxée, et je crois par contre que le vélo électrique est taxé. Ah, ça je sais pas, je suis pas cycliste. Ok, ouais, justement. Et ça sera une question intéressante à essayer de voir par la suite. Enfin, je suis cycliste mais sans électricité. Cycliste sportif. J'allais dire des bêtises, mais... ok, merci pour... on comprend un peu plus ce rôle qui est important et qui solidifie un peu toute notre économie. Parce que... L'industrie, c'est 24 000 emplois directs. C'est quasiment 3 fois d'emplois induits, puisqu'il y a tous les services autour. Je pense que chaque Réunionnais a quelqu'un de sa famille qui bosse dans une industrie locale. Maintenant, il faut qu'on redonne aux Réunionnais l'envie de consommer local. C'est un mouvement qui est revenu très naturellement avec la crise Covid, parce qu'au moment où les importations n'arrivaient plus, on a continué à produire localement.
Tout à fait. Donc il y a un retour, je dirais, vers la production locale, mais c'est un cercle vertueux que de consommer des produits locaux. Ah, je me Plus on en rappelle. consommera, plus il y aura de volume, plus les prix seront meilleurs, meilleurs seront les prix, et plus on créera d'emplois. Donc on créera des consommateurs qui génèrent la richesse localement. C'est un cercle vertueux qu'on doit installer autour de la production locale. Je me rappelle même que certains adhérents de la DIR avaient modifié leur chaîne de production et avaient notamment fourni de l'alcool. Le gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique. Et, Ça avait une petite odeur de rhum d'ailleurs. et c'était vraiment adapté en urgence et avait réussi à... Ah bah ça s'est fait en 2 semaines. C'est là aussi qu'il y a de la réactivité. En 2 semaines, les chaînes ont été modifiées pour que plutôt que de faire un rhum, faire du rhum, on a pu sortir du... On se rappelle aussi qu'il y a eu une production de masques qui en a découlé. Maintenant, la production de masques aujourd'hui... Le problème de la production de masques, si vous voulez, c'est que lorsque vous produisez des masques pour un marché potentiel, parce qu'on n'en porte plus, bon, après, très peu, enfin on passe moins, sur le sujet. bien sûr. Entre un marché de 800 000 consommateurs et une usine chinoise qui produit pour plusieurs milliards de consommateurs, bon, Forcément. automatiquement le produit L'économie local chère. sera 3 à 4 fois plus cher. C'est ça. D'accord ? Et même avec un octroi de mer, ça sera compliqué de rendre le produit compétitif par rapport à l'importation. Bon, on va pas Mais parler est-ce que de c'est la... un produit de première nécessité ? On va pas parler de la commande ça vous publique, couperait. mais ça serait super aussi intéressant. Je vais vous parler du salon local. Alors, expliquez-moi un peu, quel est le but? Parce que c'est la première année que la DIR organise un salon Oui. un petit peu environnemental, avec le quotidien, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça. En fait, l'année dernière, le quotidien est venu nous voir en nous demandant si ça nous intéressait d'organiser un salon de l'industrie. Alors, j'ai trouvé l'idée très bonne. Hein. La dernière fois qu'il y a eu un salon entre guillemets de l'industrie, c'était il y a une dizaine d'années, visiblement. Et j'ai tout de suite proposé que ce soit le salon de l'industrie et de la production locale. Parce que là aussi, on ne peut pas parler de production locale s'il n'y a pas les agriculteurs, les éleveurs, la filière pêche. Et comme nous avons tous une même problématique, en particulier sur les déchets, j'ai également proposé qu'il y ait tout un volet du salon qui soit je dirais, réservé à ce qu'on appelle l'économie circulaire. Il faut absolument que l'on fasse émerger à La Réunion tout ce qu'il est possible de faire en matière de traitement, de recyclage ou de réemploi de nos déchets. Les déchets sont une source de richesse. Les déchets sont une source de matières premières. Les déchets sont une source d'emploi. Et sont surtout une source d'emploi et d'activité pour des gens à très faible qualification. Exactement. Tout à fait. Donc il faut que la filière se structure. Il faut qu'il y ait un véritable élan qui soit engagé sur ce sujet. Tout le monde en a envie. Toutes les structures, tous ceux que je rencontre me disent oui, il faut y aller, mais pour l'instant, on y va tous en ordre un peu dispersé, avec parfois des intérêts qui sont pas toujours, je dirais, communs, mais c'est ce qui fera la richesse des échanges. D'accord ? Donc le salon se tiendra en septembre, avec bien sûr les industries qui viendront présenter leurs produits sous différents modèles. Les filières d'activité agricole seront là, le sucre sera là, la filière canne sera là, avec sans doute un stand commun entre syndicat du sucre, syndicat du rhum et Albioma, qui produit de l'énergie à partir de la bagasse. Effectivement. Donc il y a une vraie logique. C'est une économie circulaire. C'est déjà de l'économie circulaire. C'en est une. La canne, la filière canne est dans l'économie circulaire depuis un moment. La distillerie de Saint-Benoît, de Rivière-du-Mât, méthanise ses vinasses et est en autonomie énergétique parce qu'elle méthanise ses vinasses. Donc ils sont déjà engagés dans cette logique-là. Les filières agricoles d'élevage et de production de fruits et légumes seront également là avec un marché, avec le fait de pouvoir proposer aux Réunionnais des produits à consommer, à acheter. Il y aura autour de ce sujet de l'alimentation tout un volet valorisation des produits en restauration. Il faut qu'on arrive à magnifier nos produits. La Réunion a des produits exceptionnels. Ah oui, oui, on est Franchement, sur des produits d'exception, ouais. c'est incroyable ce qu'on peut produire ici. Quand vous allez dans certains endroits du monde, vous pleurez quand vous faites le marché. Ici, vous arrivez au marché, c'est l'opulence. C'est extraordinaire. Donc, on va aussi organiser tout un dispositif, je vais appeler ça du street food, dans tous les cas, de valorisation des produits pour que les visiteurs... Aussi, hein, sur la transformation de ces produits-là, sur de nouvelles transformations locales, parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, qui sont perdus. Et puis, il y a beaucoup de jeunes chefs très imaginatifs. Donc, il y aura cet aspect alimentation qui sera mis en avant. Et
On invite donc l'ensemble des entreprises, des associations et des TPE qui œuvrent sur le sujet de l'économie circulaire à être présents. Avec le rêve, l'objectif de structurer la filière et de lui permettre de se développer rapidement. Donc le but, ça serait ça, réussir à faire une cohésion territoriale, oui. Et qu'enfin, on puisse peut-être tous ensemble démarrer et étudier et avancer dans cette économie. Et permettre l'émergence de projets, permettre l'émergence d'une vraie valorisation. L'idée, c'est aussi que beaucoup d'associations ont déjà mis en œuvre des actions dans les quartiers, sur certaines zones d'activité, sur certains types de déchets. L'idée, c'est qu'ils puissent présenter ce qu'ils font de façon à ce que ça serve de valeur d'exemple. Ce qu'il est possible de faire à la possession, on peut le dupliquer partout. D'accord ? Donc le message pour ce salon-là à dire aux associations, c'est venez, rapprochez-vous de nous, venez. Et on va faire en sorte, parce qu'on sait ce que c'est les associations, peu de moyens. Tout à fait, oui. Chaque association ne va pas se payer un stand. Donc on est en train d'imaginer aujourd'hui un village des associations et des TPE, de façon à ce que pour un ticket d'entrée de 200-250 euros, les associations puissent être là et parler de ce qu'elles font. Et surtout se rencontrer, échanger entre elles. Ça doit être vraiment un lieu d'échange. Et le dernier aspect du salon, c'est qu'il sera aussi très pédagogique, sous deux aspects. Le premier, c'est qu'il y aura un espace de conférence au milieu du hall, où on va organiser quasi en continu des conférences sur des sujets essentiellement liés à l'industrie, à l'économie, à l'alimentaire, bien entendu, et à l'économie circulaire. Le deuxième aspect est que nous envisageons de collaborer avec le rectorat et l'enseignement de façon à ce que le fil rouge de l'animation du salon soit le devenir des déchets de l'ensemble des stands. Alors, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Mais il y en aura quand même. Mais l'idée est de démontrer aux visiteurs, et en particulier aux jeunes, aux étudiants, aux collégiens, aux écoliers qui vont venir, que chaque déchet peut aujourd'hui trouver à La Réunion un circuit qui lui permette d'avoir un devenir vertueux. En tout cas, de ne pas finir dans la ravine ou sur le bord de mer. Voilà l'idée. On a beaucoup de ressources insoupçonnées. C'est énorme. C'est pas. L'énergie ne manque pas. Ben. C'est le volcan qui nous donne ça. Et ça m'a fait penser à la commande publique. Du coup, ça va être peut-être oui. un aspect aussi peut-être du salon, parce qu'effectivement, la commande publique... Alors, de fait, le message que fait passer l'État depuis un moment, qu'a beaucoup fait passer également la CPME avec Dominique Vienne à l'époque, c'est avec que... le SBA et la stratégie du bon achat. Voilà, avec la stratégie du bon achat, c'est que la commande publique est un vecteur de développement économique. Si l'ensemble des fonds dépensés par nos institutions étaient orientés vers de la production et du service local, et de la transition, on prendrait sans doute quelques points de PIB. D'accord ? Encore faut-il que les acheteurs publics sachent ce qui existe. Donc on a, nous aussi, professionnels, un gros travail d'information à faire. Ça n'est pas que dans un sens. D'accord ? La loi, de toutes les manières, a évolué et oblige aujourd'hui les acheteurs publics à intégrer à ce qu'ils achètent une part de produits locaux, une part de produits recyclés, une part de produits en réemploi, et c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut qu'on organise les choses pour qu'ils puissent remplir ces obligations légales. D'accord ? À travers de la SBA, la stratégie du bon achat, qui a été donc initiée à l'époque par la CPME et dont la DIR a pris la présidence il y a 2 ans, nous allons inciter l'ensemble des acheteurs locaux à venir au salon pour de visu voir tout ce qui se fait et ensuite intégrer à leurs habitudes d'achat et à leur marché public le fait que ces produits-là existants, on va plutôt essayer d'aller vers des produits locaux que des produits importés. Donc tout est lié. Alors ça peut paraître énorme, mais on a une belle équipe qui se mobilise pour ça. Avoir des ambitions, c'est important. Et puis franchement, la nécessité que cette stratégie-là se mette en place vraiment pour cette transition écologique et pour qu'on puisse arrêter de faire comme on a toujours fait et qu'on s'ouvre à de nouvelles technologies, nouvelles techniques et nouvelles, plein de bon sens en plus, qui est tellement bénéficiaire pour le territoire, ça semble essentiel.
Et voilà, moi quand je suis arrivé à La Réunion, je suis revenu à La Réunion il y a 3 ans, j'ai été très surpris d'apprendre que notre deuxième poste d'exportation après le sucre, c'est les déchets. Et oui, c'est les déchets. Bien sûr, les gens ne le savent pas forcément. C'est mais un peu la honte. Allons changer ça. De toute façon, la solution, c'est inventons notre modèle. Exactement. Allons d'arrêter de copier le modèle qui se fait en Europe, en métropole ou ailleurs. C'est toujours un peu plus facile, mais on s'évertue à expliquer au service de l'État qu'il faut tenir compte de nos spécificités. Mais il faut aussi qu'on s'évertue à valoriser nos spécificités. Et La Réunion a une chance incroyable, c'est son inventivité. Tout à fait. Je vous assure, moi je voudrais dire à tous les Réunionnais, mais allez voir ailleurs comment ça se passe quand vous revenez ici, vous êtes content d'être ici. Il y a une inventivité, une énergie, une créativité qui est incroyable. C'est là-dessus qu'il faut qu'on s'appuie pour faire émerger tout ça. Oh, je pense que ce salon va être assez sympathique. En tout cas, moi j'y serai. Moi j'y serai avec plaisir et je pense qu'on redonne les dates peut-être. Oui, le 8, 9, 10 septembre 2023. À la Nordève. À la Nordève. En Super. partenariat avec le quotidien qui fait un gros travail de fond également. Si je vous pose la dernière question par rapport au recyclage, ça vous parle le recyclage? Vous recyclez vous-même? Alors nous on recycle, nous les déchets c'est quoi? C'est le papier essentiellement. Et on essaie vraiment d'en limiter la consommation. Moi, je suis pas le plus vertueux parce que je suis un homme du 19e siècle, j'ai besoin de papier pour... Moi j'aime les livres, les livres numériques, oubliez-moi. Donc je suis pas le plus vertueux, mais en tous les cas le papier qu'on n'utilise plus, on le met au recyclage. Bon. Et puis j'ai déjà assisté à certaines réunions avec vos adhérents. Vous essayez aussi de... Maintenant, on essaie d'arrêter d'essaimer un petit peu ces bonnes valeurs et ces bonnes pratiques. C'est essentiel d'en parler déjà. Et puis à force d'en parler, les choses finissent par devenir des évidences. Le papier dans la mauvaise poubelle est un déchet. Le papier dans une bonne poubelle est une ressource. Exactement, est une matière première. Et donc du coup, est vecteur d'emploi pour le territoire. Exactement. Merci Monsieur Redley, c'était super sympa. C'est moi qui vous remercie. Et puis on retrouve au salon. Avant peut-être. Merci. Merci à vous.